Eric Combe d'être avec nous. Merci, à vous. Vous êtes médecin, professeur, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. D'abord, une question concrète, Eric Combe. Comment ça se passe aujourd'hui dans votre hôpital? Le nombre de malades du nouveau coronavirus augmente-t-il, stagne-t-il? Alors, dans mon hôpital, la situation est correcte. On est aussi pris par les patients avec le Covid que par les patients qui n'ont pas le Covid, parce qu'il ne faut pas les oublier. On a eu tendance d'ailleurs à les oublier. Il y a beaucoup aussi d'examens, notamment pour les cancers ou autres, qui ont été reportés aussi. Exactement, on a un peu tendance à les oublier. Donc nous, on est très investis dans la prise en charge de ces malades actuellement. Il faut que vos téléspectateurs sachent que la région parisienne n'a pas été la plus touchée lors de la deuxième vague qui est arrivée en France. C'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a été la plus touchée. Donc vous voyez, il y a une petite... on a été moins impacté que pour la première vague. Alors Eric, comme vous restez bien sûr avec nous tout le long de cette émission spéciale, on va voir quelle est justement la situation aujourd'hui en Belgique, en Suisse, en France et au Canada face au nouveau coronavirus apparu il y a plus d'un an en Chine et qui s'est propagé ensuite dans le reste du monde. On voit cela avec Grégory Fontana. C'est un record dans la Belgique, ce serait bien passé, celui du nombre de morts par habitant, 150 en moyenne pour 100 000, ce qui en fait le pays le plus touché au monde. Et à quelques jours des fêtes, les contaminations repartent légèrement à la hausse. Chaque jour, trop de personnes sont encore infectées. Chaque jour, trop de personnes sont hospitalisées. Chaque jour, de trop nombreuses familles voient partir un être cher. Et pendant ce temps, en Suisse, la deuxième vague de l'épidémie semble échapper à tout contrôle. Avec une centaine de morts par jour, jamais la situation n'a été aussi mauvaise, à tel point que les 5 hôpitaux universitaires suisses demandent la mise à l'arrêt du pays. Il faut des mesures claires et unifiées. Ce que nous disons, c'est qu'il faut une diminution du nombre de contacts entre les gens. Et pour ça, il faut des mesures radicales. La France se déconfine dès demain et passera sous le régime du couvre-feu. Avec en moyenne plus de 10 000 cas par jour, la progression du virus stagne à un niveau encore trop élevé pour envisager un quotidien sans restriction. Pour la première fois, une campagne de dépistage massif de la population est lancée dès aujourd'hui à Charleville-Mézières et au Havre. Je souhaite être sûr qu'il n'y a pas de souci. Sinon, je n'irai pas. Et comme je pars demain, il faut absolument que je le sache aujourd'hui. Cet avion arrivé dans la nuit à l'aéroport de Montréal donne le coup d'envoi de la plus grande campagne de vaccination de l'histoire du Canada. Je suis venue un petit peu en émotion, là, puis j'ai dit, cet avion-là, il y a le vaccin là-dedans, là, puis ça va sauver des vies. Ça va sauver des vies. Le Canada, où la progression du virus est constante, le Québec reste la province la plus touchée. Là aussi, les autorités durcissent les mesures à l'approche des fêtes. Voilà, la une de l'actualité, c'est toujours le coronavirus dans le monde francophone. On vient de le voir. Eric Combe, la pandémie continue donc de se diffuser. Il y a un motif d'espoir et de doute avec les vaccins. Il y a une campagne qui commence d'ailleurs aujourd'hui au Canada. Oui, la campagne a déjà commencé au Royaume-Uni la semaine dernière. Elle commence au Canada aujourd'hui, aux États-Unis, je crois, aujourd'hui ou demain. Également, oui. Voilà, donc oui, c'est une bonne nouvelle. Ça nous permettra de nous sortir de cette épidémie par le haut, je pense. Vous disiez ce matin que toute votre inquiétude dans un média, sur un autre média, sur la situation en France, vous disiez que le virus circulait toujours et que vous aviez la peur qu'il y ait une réaccélération durant les fêtes. Oui, effectivement, en France, le virus circule toujours et à un niveau quand même assez élevé, puisqu'on a environ 15 000 cas par jour. Loin des 5 000 cas, le seuil des 5 000 cas dont parlait Emmanuel Macron, pour passer au déconfinement. Donc on a des patients qui rentrent en hospitalisation et en réanimation tous les jours. Donc effectivement, c'est quelques motifs d'inquiétude, surtout à un moment où on a décidé de déconfiner, alors que les courbes repartent à la hausse. En fait. Et comment expliquer justement ce déconfinement et comment expliquer que ce deuxième confinement n'ait pas permis de faire baisser les cas ? Considérablement oui, mais pas totalement non plus, oui. C'est ça? Non, effectivement, parce qu'on ne l'a pas prolongé assez longtemps pour des raisons sociales, économiques, psychologiques, qui se comprennent aussi. La santé, c'est un tout, et c'est un état de bien-être physique, mental, moral, spirituel.
Alors Eric, comme on le sait, les personnes âgées sont une des populations les plus vulnérables au virus. En France, 44% des morts du nouveau coronavirus seraient des résidents d'EHPAD, des établissements d'hébergement des personnes âgées, des seniors protégés, confinés pour éviter le pire. Le problème, c'est que l'isolement pèse aussi très fort sur leur morale. On parle aussi de mort sociale. Regardez ce reportage de nos confrères de France 24, Éléonore Vanel, Marie Schuster et James André. Le parc de sa maison de retraite a été le seul horizon de Suzanne pendant les mois de confinement. Cette résidente de 91 ans s'est retrouvée cloîtrée dans sa chambre et privée de visite. Je me suis sentie comme une condamnée. C'était la prison. Je ne pouvais ni aller dans le couloir. On m'a porté mes repas matin, midi et soir, un plateau. Pas d'échange, rien. Ça a été l'horreur. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y aurait eu une fenêtre qui s'ouvrait, je crois que je me serais jetée dans le vide. Je ne pouvais plus. Suzanne garde le traumatisme de ces mois d'isolement extrême. Ça m'a marqué profondément et je le ressens encore. Je n'arrive pas à extérioriser ce moment-là. Depuis cet automne, Suzanne consulte un psychologue. La détresse morale peut avoir des conséquences tangibles sur la santé des personnes âgées. Les risques sont bien connus des services de gériatrie. L'extrême, c'est ce qu'on appelle le fameux syndrome de glissement. Et là, les patients ont vraiment une perte d'envie importante et donc se laissent un peu aller. Et ne s'alimentent plus, ne s'hydratent plus, ne marchent plus. Et ça, c'est vraiment une urgence médicale. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument maintenir ce lien social pour éviter ce syndrome dépressif. Face à l'ampleur du mal-être et de l'isolement des seniors, le gouvernement a choisi de maintenir les visites en EHPAD pour le deuxième confinement. Oh, t'as eu un shampoing ce matin, c'est bien ça. Ils t'ont coiffé. C'est vous qui l'avez coiffé, non? Christian Surato vient régulièrement voir sa mère. Des moments de complicité. Il a du mal à tenir ton truc là. Qui rythme la vie de Marcel, 94 ans. Je l'attends, je sais qu'il va venir, alors je l'attends. Du moment que t'es là. C'est le principal. Les règles sont strictes, pas plus de 2 visites par semaine pour 1 heure maximum. Avant, minimum 3 fois par semaine, je venais la voir. Les premières fois, il y avait 2 tables, et elle était à l'autre bout de la table. Puis on se parlait comme ça, on ne peut plus s'embrasser, on peut plus... et c'est difficile. Et ça a été une catastrophe quand ils ont interdit les visites complètes et tout ça. Parce que moi, ma mère elle disait, mais qu'est-ce qu'il vaut mieux, mourir du Covid ou de tristesse? Ce problème de l'isolement ne concerne pas que les EHPAD. Il touche aussi de nombreux seniors qui vivent seuls chez eux. L'association Les Petits Frères des Pauvres a d'ailleurs publié un rapport alarmant sur la question. Plus de 700 000 personnes de plus de 60 ans, pendant le premier confinement, n'ont pas eu de contact avec leur famille et 650 000 personnes n'avaient eu aucun confident pendant le confinement. Le confinement a été dur pour nous tous, mais imaginez pour celles et ceux qui n'ont plus vraiment, pas du tout se confier à une personne. Pour recréer du lien social, l'association a donc lancé avec 2 partenaires le dispositif Paris en compagnie. Celui-ci encourage la mobilité des personnes âgées et lutte contre leur isolement. Rosemary, 89 ans, s'est inscrite il y a quelques mois. C'est ainsi qu'elle a rencontré Héloïse, 22 ans. On a sympathisé de suite. Je l'ai trouvée très gentille. C'est vrai qu'on s'est bien entendu la première fois que je l'ai rencontré et du coup on a décidé de se revoir. Les 2 femmes font une promenade au bord du canal 1 fois par semaine. Une bouffée d'air pour Rosemary qui est veuve, n'a pas d'enfant et a récemment perdu sa sœur. Des fois on pleure, mais ça passe. À cette grande solitude s'est ajoutée l'ambiance morose des différents confinements. Ne serait-ce que le bruit de s'intéresser aux gens qui passent à n'importe quoi. Tandis que là, c'est mort complètement. Vous n'entendez rien. Vous êtes complètement isolé. Même si on ne sort pas, mais on a l'impression qu'on est bloqué. Alors, je ne me plains pas trop. Mais en fait, des fois, c'est dur. La crise sanitaire a aggravé la solitude de personnes âgées déjà isolées. En France, 300 000 seniors sont dans une situation dite de mort sociale. Ils n'ont quasiment aucun contact avec leur entourage.
Voilà, merci à vous d'être avec nous sur TV5 Monde pour cette émission spéciale consacrée à la pandémie de Covid-19 et à ses conséquences dans le monde francophone. Dominique Bourg nous a rejoint. Vous êtes philosophe, professeur honoraire à l'Université de Lausanne. Vous êtes aussi un spécialiste de la question écologique. Vous êtes aussi un militant. D'abord, une réaction sur ce reportage, sur ces résidents en EHPAD. On voit la souffrance terrible de cette solitude. Par définition, nous sommes des êtres de relation. On existe même quand on a un rapport à soi. C'est avec le dialogue avec soi-même. Alors si d'un seul coup, vous ne pouvez plus dialoguer avec les autres, c'est la mort. La mort sociale également. Éric Côme, est-ce que ça montre les ratés de la gestion des EHPAD en France, selon vous, ce reportage ? C'est très difficile de discuter de ça, parce qu'en plus, le système d'EHPAD est assez particulier à certains pays européens, disons. Je ne sais pas que ça se passe comme ça dans les pays anglo-saxons, mais par exemple en Italie, non, c'est différent. Les personnes âgées vivent dans la famille. Donc c'est... Tradition du sud de l'Europe, voilà, beaucoup, oui, exactement. tout à fait. Oui, donc c'est difficile pour moi de m'exprimer là-dessus. Et en tant que médecin, l'isolement de ces personnes âgées, vous pourriez nous dire que c'était la seule solution ou pas pour les protéger de la pandémie ? On aurait pu les protéger de la pandémie probablement d'autres manières qu'en les isolant. Quelle manière, justement ? Mais c'était une manière un peu plus coercitive, disons. Je ne sais pas si ça aurait été accepté, mais notamment il aurait fallu dépister régulièrement dans les EHPAD. Mais quand je dis régulièrement, c'est une fois par semaine.